Pendant des siècles, l'humanité a accepté la mort comme une frontière infranchissable, un point de non-retour. Le cœur s'arrête. Le cerveau cesse d'émettre des signaux. Le corps se refroidit. Et alors, tout s'arrête, ou pas. En avril 2019, un groupe de scientifiques de l'université de Yale a ébranlé l'une des certitudes les plus anciennes de l'humanité, que la mort est irréversible. Dirigés par un homme serein, brillant et silencieusement révolutionnaire nommé Néna Destan, ce qu'ils ont découvert cette année-là n'a pas seulement bouleversé le monde scientifique. Cela a aussi obligé médecins, bioéthiciens et philosophes à reformuler une question que nous pensions avoir résolue. Où commence exactement la mort et où pourrait-elle finir? Néna Destan est né en Croatie en 1970. Dès son plus jeune âge, il a montré une curiosité insatiable pour comprendre le cerveau humain, non seulement pour sa complexité biologique, mais aussi pour ce qu'il représentait, le siège de la conscience, de la mémoire, de l'identité. Il a fait ses études de médecine dans son pays natal, mais sa passion pour les neurosciences l'a rapidement conduit aux États-Unis. Là-bas, il s'est spécialisé dans le développement cérébral et la connectivité neuronale. C'était, sans aucun doute, l'un de ces scientifiques qui préfèrent les microscopes à la célébrité. Mais le destin en avait décidé autrement. En 2019, Destan et son équipe ont présenté les résultats d'une expérience qui a laissé le monde sans voix. Pendant des années, ils avaient développé un système appelé BrainX, conçu pour restaurer partiellement la circulation sanguine et certaines fonctions cellulaires dans des cerveaux morts depuis plusieurs heures. Et ils y sont parvenus. La procédure était aussi simple dans sa conception que glaçante dans ses implications. Ils récupéraient des cerveaux de porcs qui avaient été abattus dans des abattoirs. 4 heures après leur mort, ils connectaient ces organes à une machine qui pompait un fluide spécial, une sorte de substitut sanguin chargé de nutriments, de médicaments et de composés conçus pour prévenir l'inflammation et la dégradation cellulaire. Pendant 6 heures, ce liquide circulait dans les artères cérébrales, comme si le cerveau était vivant. Et le plus frappant n'a pas été que la structure du tissu soit restée intacte. C'est que certaines fonctions cellulaires ont commencé à se réactiver. Les cellules gliales, essentielles au soutien du système nerveux, ont commencé à réagir. Les neurones, ces unités de base de la pensée, ont montré une activité synaptique. Même le système vasculaire a retrouvé un flux et une réponse immunitaire. Tout cela dans un cerveau qui était mort depuis 4 heures. Mais il y a un détail important. Malgré cette récupération partielle, il n'y a eu aucun signe de conscience. Aucune onde cérébrale n'indiquait de perception, de mémoire ou de pensée. Et ce n'était pas un accident. L'équipe avait pris toutes les précautions pour éviter une réactivation complète du cerveau. Ils ne voulaient pas qu'un animal, même s'il ne s'agissait que d'un cerveau isolé, puisse se réveiller dans l'obscurité et l'isolement les plus absolus. Ce qu'ils cherchaient, ce n'était pas la résurrection de la conscience, mais une preuve de concept. Démontrer que les cellules du cerveau ne meurent pas instantanément après un arrêt cardiaque, comme on l'a toujours cru, mais qu'elles peuvent entrer dans un état de dégradation lente et que, si l'on agit rapidement, il est possible d'inverser certains de ces dommages. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans le monde scientifique. Cela signifiait-il que nous pourrions ressusciter des cerveaux? Ou du moins maintenir en vie des organes qui, jusqu'alors, étaient considérés comme irrécupérables? Pour les neurochirurgiens et les spécialistes des greffes, c'était une porte qui s'ouvrait. Pour les bioéthiciens, c'était un dilemme troublant. Et pour l'humanité, c'était comme jeter un regard en coin vers un avenir qui, il n'y a pas si longtemps, semblait réservé à la science-fiction. L'idée que la mort pourrait, dans certains contextes, devenir une condition négociable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 3 ans plus tard, en 2022, Néna Destan et son équipe ont franchi une étape encore plus grande. Il ne s'agissait plus seulement de cerveau. Cette fois, ils ont développé une technologie appelée OrganX, qui visait à restaurer les fonctions cellulaires dans tout le corps, et pas seulement dans le cerveau. Ils ont utilisé un modèle similaire, une solution chimique complexe, pompée par une machine conçue pour remplacer le cœur et les poumons. Le but? Réanimer des organes entiers de porcs morts, y compris le foie, les reins, le cœur et, oui, aussi le cerveau. Les résultats ont été encore plus surprenants.
les organes traités avec Organ X ont montré une activité cellulaire, une récupération de certaines fonctions de base et même des mouvements musculaires involontaires. Dans certains cas, les porcs ont eu des secousses spontanées, comme si leur corps essayait de se réveiller. Bien qu'aucune conscience n'ait été détectée, ces secousses ont suffi à glacer les scientifiques sur place. Parce qu'au fond, tout le monde savait qu'ils jouaient avec les limites les plus sombres et inconnues de la biologie humaine. Et que ce genre de découverte ne change pas seulement la médecine, mais modifie le concept même de ce que signifie être en vie. Le plus troublant, c'est ceci: de nombreux organes, à la mort, ne meurent pas instantanément. Ils s'éteignent simplement, comme un réseau électrique déconnecté. Mais si quelqu'un savait comment rétablir l'énergie, pourrait-il recommencer à fonctionner? Néna Destan semblait avoir trouvé l'interrupteur. Ce que Néna Destan avait démontré, c'était quelque chose que beaucoup refusaient d'accepter, que la mort biologique n'était pas une ligne rouge, mais une courbe, une pente. Et que, si l'on agissait au bon moment, on pouvait remonter cette pente. Mais bien sûr, une chose est de maintenir des cellules en vie et une toute autre est de ramener une personne à la vie. Personne ne parlait de réanimation à la Frankenstein. Mais on ne pouvait pas non plus ignorer l'évidence. Si un organe peut rester fonctionnel après la mort, s'il peut se rétablir, alors, combien de temps avons-nous vraiment pour sauver une vie? Des minutes? Des heures? Des jours? Dans un futur pas si lointain? Les expériences de Estan n'ont pas tardé à déclencher un tourbillon de questions d'éthique. Si un cœur mort peut recommencer à battre, si un foie mort peut à nouveau filtrer les toxines, si un cerveau mort peut retrouver une activité cellulaire, jusqu'à quand doit-on continuer à considérer un corps comme mort? Et qui en décide? Les implications pour les greffes d'organes étaient énormes. Si l'on peut restaurer la fonction d'un cœur qui a cessé de battre, le temps pour l'extraire et le transplanter se multiplie. On pourrait sauver des milliers de vies. Mais si l'on peut maintenir un corps en fonctionnement après la mort, qu'est-ce que cela signifie pour le don d'organes? Un corps techniquement mort pourrait-il être maintenu opérationnel pour conserver ses organes pendant des jours? Cesserions-nous d'avoir besoin de donneurs vivants pour certains organes? Ces questions ne relèvent pas de la science-fiction. Elles sont bien réelles. Et Néna Destan le sait. Malgré le tapage médiatique, Estan est resté serein. Fidèle à son rôle de scientifique, il a insisté sur le fait que ses recherches n'ont pas pour but de réanimer la conscience ni de défier la mort en tant que concept philosophique. Ce qu'il cherche, c'est quelque chose de très précis, repousser les limites de la médecine moderne. Et il y parvient. Avec Organ-X, il a ouvert une porte pour préserver les organes plus longtemps. Au lieu d'être limité à quelques minutes ou heures après la mort, on pourrait parler de jours. Cela transforme complètement la logistique des greffes, la gestion des urgences, voire le traitement des accidents graves ou des arrêts cardiaques prolongés. Mais le vrai vertige arrive quand on imagine l'avenir. Et si cette technologie se perfectionnait? Et si, un jour, nous pouvions récupérer des fonctions plus complexes, comme la communication entre différentes régions du cerveau? Et si un corps qui a été mort pendant 5 ou 6 heures pouvait être ramené à un état fonctionnel? Il ne s'agit pas seulement de science. Il s'agit de philosophie. Pour certains, de religion. De ce qu'il y a de plus profond dans notre identité en tant qu'être humain. Voulons-nous vivre dans un monde où la mort ne serait plus définitive? Où le temps post-mortem serait une marge et non une fin? L'histoire de Néna Destan est aussi celle d'un avertissement. Car si ces recherches ont le potentiel de sauver des milliers de vies, elles nous placent aussi face à un miroir inconfortable. Que se passe-t-il si nous utilisons cette technologie à de mauvaises fins? Et si nous essayons de maintenir en vie des corps sans conscience? Ou si elle était appliquée à des humains sans une régulation éthique suffisante? Dans ses publications, Estan a été clair. Aucune expérience avec des animaux ranimés n'a montré de signes de conscience. Et c'est quelque chose que son équipe a délibérément évité. Mais, et si quelqu'un, dans un autre laboratoire, n'était pas aussi prudent? Au fond, ce qui est le plus troublant dans tout cela, c'est que nous avons commencé à comprendre comment inverser la mort biologique sans avoir encore une définition claire de ce qu'est la vie. Et c'est là que réside le véritable pouvoir et le danger de la découverte de Estan. Nous ne parlons plus de maintenir des tissus en vie dans une boîte de laboratoire.
nous parlons de changer la relation de l'être humain avec sa propre fin. L'impact médiatique a été tel que de nombreuses universités, centres de bioéthique et organismes médicaux réécrivent désormais leurs protocoles. La ligne qui définit la mort cérébrale est devenue plus floue. Et même si, pour l'instant, les avancées ne s'appliquent qu'à des porcs dans des environnements contrôlés, la question est déjà posée. Combien de temps avant que nous voyions ces technologies appliquées aux humains? Personne ne le sait. Mais ce qui est certain, c'est que cette possibilité n'appartient plus à la science-fiction. Elle est là, parmi nous. Silencieuse, réelle et en marche. Pendant ce temps, Estan poursuit son travail à Yale, loin des projecteurs, dans son laboratoire, entouré de tubes, de moniteurs et de cerveaux conservés. Il ne donne pas beaucoup d'interviews. Il ne cherche pas à faire la une. Mais il sait que ce qu'il a découvert peut tout changer. Et c'est peut-être pour cela qu'il reste calme. Parce qu'il comprend mieux que quiconque que lorsqu'on joue avec les fils de la vie et de la mort, il n'y a pas besoin de dramatiser. Juste de la précision et une conscience très claire du terrain sur lequel on avance. L'avenir de la médecine n'est peut-être pas de guérir les maladies. Peut-être réside-t-il dans le fait d'inverser la fin elle-même. Peut-être que, dans quelques décennies, lorsqu'une personne fera un arrêt cardiaque, on n'agira plus avec la même panique qu'avant, mais avec un autre état d'esprit. Un état d'esprit où le temps ne sera plus l'ennemi, mais une ressource que l'on peut prolonger. Une ressource que l'on peut conquérir. Mais il faut aussi se demander, voulons-nous vraiment le faire? Voulons-nous vivre dans un monde où la mort ne serait plus une limite, mais un obstacle technique que l'on peut résoudre? Où la vie se prolongerait indéfiniment, et avec elle aussi la douleur, l'incertitude et le poids de l'existence. L'expérience de Nena Destan ne repousse pas seulement les limites du corps, elle repousse aussi celles de l'âme. Et même si nous sommes encore loin de ressusciter les morts, il se peut que nous ayons franchi la première étape pour comprendre que la mort, comme tout en science, peut aussi être une frontière mouvante.